Bonjour, bienvenue pour cette présentation. Alors, on va vous présenter aujourd'hui un projet qui est un petit peu particulier puisqu'il a été ouvert mercredi. Voilà, il a été rendu open source mercredi, donc il s'agit d'un projet sur l'écosystème open source de PostgreSQL. Alors, la raison de notre présence ici, c'est que c'est un partenariat entre deux sociétés, Orange représenté par Gilles et Loxodata représenté par moi-même. On va commencer par se présenter. Nous sommes. Donc moi je suis Jean-Christophe Arnu, donc je suis dans le libre depuis que je suis petit, on va dire. Donc, pas vraiment, puisque j'ai commencé à la fac comme tout le monde en 96. Je me suis rapidement mis à Postgres en 98 pour des besoins, on va dire, au début à la fac, puis après rapidement professionnel. Et j'en ai fait une partie de mon métier, c'est-à-dire que j'ai fait à partir de là tous mes développements avec PostgreSQL. Ce qui m'a amené à devenir membre fondateur de PostgreSQL-FR, l'association francophone, et pas française, francophone, des utilisateurs de PostgreSQL. Et quelques années après, de créer le premier événement PostgreSQL en France, le PGDFR, à Toulouse en 2008. Alors, il n'y avait pas beaucoup de monde, je ne sais pas s'il y avait déjà des gens ici. Bon, on verra. Et maintenant, c'est mon métier. Je suis consultant PostgreSQL chez Loxodata, qui est une société uniquement basée sur l'expertise PostgreSQL. Hop, on va faire des changements de micro. Donc Gilles Viton, alors moi je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit, j'étais Software Asset Manager, c'est-à-dire je gérais les licences de logiciels propriétaires pour Orange. Avant j'ai un background pendant 20 ans plus spécialisé dans le Data as a BI, donc voilà, c'est pas forcément en lien. Et donc depuis 2017, je suis devenu responsable du programme open source communautaire d'Orange France. C'est suite à ce poste de Software Asset Manager que j'ai découvert l'open source et que j'y ai pris un goût très très fort très rapidement. Les piliers de la stratégie qu'on a mis en place depuis 2017, il y en a 3. Là, je vous présente les 2 premiers parce que le troisième, on va en parler après. Le premier, c'est la mise en place de partenariats externes. Parce que l'objectif, justement, comme j'étais Software Asset Manager avant, c'était de dire si on veut que les gens choisissent de l'open source dans l'entreprise plus que ce qu'on en fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on en faisait déjà sur tous les processus make depuis très longtemps déjà, depuis une vingtaine d'années, puisque Orange est cofondateur historique de la fondation open source OW2, juste pour donner un exemple. Mais par contre, dans tout ce qui était processus de buy, c'est-à-dire quand on prend un logiciel propriétaire et qu'on l'achète, on n'était pas très présent. Et donc là, l'idée, c'était de dire, le premier prérequis absolu, c'est vraiment de trouver des partenariats externes avec des acteurs qui sont en mesure de nous supporter sur les logiciels en version open source communautaire. D'où le partenariat avec Loxodata. Le deuxième pilier, je ne vais pas l'évoquer trop longuement, mais c'est qu'on a systématisé l'étude open source à Orange, puisque si on ne l'étudie pas, on ne peut pas le choisir. Donc il n'y a pas d'obligation de choisir le CA open source, mais en tout cas, on fait tout pour les aider, y compris la mise en place d'une équipe interne dédiée à accompagner les projets qui n'ont pas les moyens d'étudier par eux-mêmes les solutions open source communautaires. Alors, toujours dans l'évocation de dire on a une stratégie open source depuis 20 ans, depuis 2020, si je ne me trompe pas, je suis devenu membre du conseil d'administration d'OW2, justement en tant que représentant d'Orange à ce conseil d'administration, puisque Orange, comme je vous le disais, est cofondateur et donc est resté le seul aujourd'hui partenaire stratégique d'OW2. Et enfin, il y a aussi la communauté des utilisateurs. Et on a bien conscience qu'en tant que grande organisation, s'il y a plusieurs grandes organisations qui se regroupent, on peut avoir davantage de poids par rapport à des gros éditeurs pour lesquels on est vraiment des PME, il faut le dire ce qui est. Et donc du coup, c'est l'objet du TOSIT. Alors l'acronyme anglophone en fait est trompeur parce qu'en fait c'est une association franco-française, ça veut dire The Open Source I Trust. Et l'idée c'est vraiment d'avoir un cercle de confiance entre utilisateurs pour partager des bonnes pratiques, mais aussi aller jusqu'à créer des open source ensemble. Typiquement, on a créé le logiciel TDP, Trunk Data Platform, suite à la fusion de Cloudera avec Hortonworks. Donc du coup, c'est une sorte de suite d'Hortonworks sans être réellement un fork. Voilà. Super, génial. Ensuite, donc comme je vous le disais, l'objectif des partenariats qu'on a mis en place, c'est de disposer d'un support de niveau éditeur. Donc aujourd'hui, on a une quinzaine de partenariats avec des entreprises spécialistes dans l'écosystème open source communautaire. Et la raison, c'est vraiment de remplacer le support d'un éditeur.
Le point suivant, et c'est le troisième pilier dont je vous parlais, que je n'ai pas évoqué précédemment, mais parce que là on rentre sur les bases de données. Le troisième pilier, en fait, c'est qu'on s'est aperçu très rapidement dès 2018, enfin dès 2017, mais on l'a mis en œuvre dès 2018, que si on voulait pouvoir déployer de l'open source communautaire sur toutes nos couches logicielles, il fallait absolument que nos couches basses soient compatibles avec. Je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais je vais le redire quand même juste pour clarifier. C'est-à-dire que quand on choisit Enfin, j'ai rien contre tel ou tel éditeur, je pourrais dire n'importe quel éditeur, mais IBM, SAP, Oracle, à chaque fois qu'on va prendre un logiciel métier chez eux, les couches basses, ce que j'appelle couches basses, ça va être la base de données ou l'OS, vont être forcément compatibles avec des OS propriétaires ou des bases de données propriétaires. Et de la même façon, quand on choisit l'open source, si je prends l'exemple de QGIS, qui était un des premiers exemples qu'on avait, et même Docker en version communautaire, QGIS n'est packagé que pour Postgre et pour Debian et Ubuntu à l'origine. Donc du coup, on voit bien qu'il y a un problème dans notre SI, sachant que nous, on avait industrialisé au niveau du socle OS Red Hat. Donc là, du coup, on se prenait le bec dans l'eau, ça prenait pas... Enfin, on pouvait le rendre compatible, mais on n'était plus supporté. Et puis le deuxième exemple, c'est sur les bases de données. Et justement, sur les bases de données, donc on a pris Ubuntu, pardon, pour finir sur l'OS. Donc maintenant, on utilise Ubuntu chez Orange. Et côté base de données, en fait, ça c'est une stratégie qui est légèrement antérieure quand même à l'apparition du programme que je pilote, puisque dès 2016, on avait dit database open source first au niveau relationnel avec Postgre et MariaDB. Donc ça, c'était déjà mis en place. Et le point dur qu'on a identifié dès 2018, quand on a fait les premiers états des lieux, c'est que en 2017, en fait, quand je faisais l'état des lieux avec des acteurs, opérationnels sur, en fait, la plupart du temps, comment ça s'appelle ? Les DBA, voilà, le mot m'échappait. Quand je faisais le point avec les DBA me disaient systématiquement « Ouais, c'est super, on priorise Postgre et MariaDB, puis dès qu'on allait au-delà de 300 gigas de données, ben non, là on peut pas, on va devoir prendre du Oracle. » Donc du coup, Oracle n'était que dérogatoire, mais il se trouvait que dans la majeure partie des cas, on prenait du Oracle. Donc du coup, c'était plus une dérogation, quoi. Et en fait, le point clé, moi je leur dis, mais il y a plein d'entreprises pour prendre des connus avec Doctolib ou Le Bon Coin qui déploient du Postgre avec des volumes extraordinaires, pourquoi nous on n'y arriverait pas aussi, quoi. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est que juste on n'avait pas mis en place les outils pour exploiter ces bases de données, le PG Backrest, bref, tous les outils de l'écosystème, et ils ne les connaissaient pas. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y avait jamais eu 1 euro d'investi pour dire on met un plan stratégique en place pour investir sur l'industrialisation. Donc c'est ce qu'on a fait depuis cette époque-là. Et là est apparu très rapidement le besoin d'avoir un partenariat avec un expert. Et c'est là qu'on a mis en 2018 le partenariat en place avec Loxodata. Donc les missions de Loxodata, la première que vous retrouvez bien entendu, c'est de nous aider dans l'industrialisation de cette exploitabilité. Je pense à PG Backrest, donc justement, parce que je me rappelle de l'anecdote, hein, les projets me disaient « Ouais, mais tu vois, avec Postgre, on va pas pouvoir faire de sauvegarde incrémentale. » Donc j'appelle Jean-Christophe, je dis comment on fait des sauvegardes incrémentales avec Postgre? Il me dit il y a PG Backrest qui le gère. Bon, voilà, donc c'était parti. Ensuite, il nous aide, Loxodata, pour faire des études de migration d'Oracle vers Postgre majoritairement, quelques autres bases de données propriétaires, mais principalement, du support et puis du diagnostic de façon générale. Donc, le projet PG Ecosys, celui pour lequel on vient vous parler aujourd'hui, j'étais un peu long, il est venu de quoi? On a eu deux questionnements. Ça fait depuis longtemps que ça trottait dans ma tête, mais ça s'est mis en place avec le product owner base de données qui pilote les bases de données chez nous aujourd'hui, Jérôme Desrosiers. C'est de dire, OK, on a détecté quelques outils qui permettent de mieux exploiter Postgre, mais par contre, qu'est-ce qui nous dit qu'on a fait le meilleur choix? Et puis pour le futur, comment on fera pour faire ces choix-là, plutôt que de le faire au coup par coup comme ça. Donc on s'est dit, ça serait bien qu'on ait un état des lieux global de l'ensemble des outils de l'écosystème PostgreSQL. Ça, c'était le premier point. Donc c'était d'analyser la couverture fonctionnelle de ces différents outils pour voir quelles étaient leurs caractéristiques. Ensuite, le deuxième point, ça a été de dire, mais si on fait le choix d'un outil, comme pour n'importe quel open source, parce que c'est une démarche qu'on généralise sur tous les open source qu'on analyse de notre côté, c'est de dire, mais il ne suffit pas qu'il couvre bien fonctionnellement, il faut aussi vérifier que la gouvernance de la communauté est correcte, qu'elle va être pérenne, qu'il y a de la contribution, que cette contribution est peut-être suffisamment hétérogène ou pas, parce que ça, dans certains cas, on fait le choix le moins pire, on va dire, on ne fait pas forcément le choix le meilleur, mais en tout cas, c'est d'avoir ces informations-là pour prendre la décision en connaissance de cause.
Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, au niveau des constats, c'est qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose qui existait là-dessus. Il y avait quelque chose, mais pas aussi poussé que ce qui nous intéressait. Donc on s'est dit, il faut qu'on aille plus loin que ça pour pouvoir le faire. Et donc du coup, comment faire un choix éclairé le plus possible? Donc voilà, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Donc on peut passer au slide suivant. Donc la construction du projet, elle s'est faite comment? Donc c'est en 2023 seulement? Ah oui, je ne me rappelle plus. Je pensais que c'était en 2022, tu vois. Bon, mais... On en a peut-être parlé fin 2022. Ouais, j'avais un trou de mémoire là-dessus, ok. Donc, du coup, en 2023, on a contacté Loxodata pour leur proposer cette idée-là, en accord avec le product owner Jérôme Desrosiers. Mais dès le début, on a dit, nous, par contre, si on fait ça, déjà, on veut le partager avec la communauté, on ne voit pas d'intérêt à le garder que pour nous, parce que c'est un travail qui peut servir à tout le monde. Et deux, on se dit, de toute façon, en plus, c'est comme d'habitude avec l'open source, ça sera gagnant-gagnant, parce que nous, on investira dedans, mais derrière, on aura d'autres qui viendront le mettre à jour, qui nous donneront des infos en connaissance de projet. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, et là, je pense que je peux te repasser le micro, quel suspense. Ah oui. Et là, c'est le drame. Le micro ne marche plus. C'est bien. Eh bien, nous, comme Orange en fait, avait un budget pour ce projet-là et nous le confier, on a décidé de doubler ce budget, donc de contribuer nous-mêmes en nombre de jours à ce projet-là et de nous y investir de manière à avoir quelque chose, une base du moins avant l'ouverture, parce qu'il fallait quand même avoir un vivier pour pouvoir amorcer une pompe avant l'ouverture, avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir amener les gens à vouloir contribuer. Et puis, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'en fait, si on cherche quelque chose de vraiment objectif, aujourd'hui, si je vous dis choisissez-moi un pooleur de connexion, vous avez 1 heure. Voilà, sans autre caractéristique, débrouillez-vous. Mais vous allez voir, vous allez avoir du boulot, et pas qu'1 heure. Parce qu'il faut le tester. Bon, il faut avoir aussi le retour de la communauté, avoir une idée de ce que chaque élément vaut. Alors on s'est dit, ok, c'est bien tout ça, mais quels sont les critères qu'on pourrait avoir pour évaluer un logiciel? Parce que finalement, ce n'est pas si évident. Bon, on a des critères objectifs, sa licence, le nombre de lignes de code, la couverture fonctionnelle qui est affichée et réelle. Bon, ça, c'est notre métier aussi, on teste, nous. Donc on est capable de dire, ben voilà, oui, il y a certains poolers, par exemple, qui sont plus performants que d'autres, ou qui permettent de faire telle ou telle chose. Il y en a qui font tout du sol au plafond, d'autres qui ne font que le pooler. Lequel on choisit? Donc ça, c'est des critères objectifs, c'est ce que fait réellement le logiciel. Puis on a des critères un petit peu plus diffus. Par exemple, quelle est la vivacité du projet? Est-ce qu'il y a plusieurs contributeurs, un seul contributeur? Récemment, on a vu qu'il y a eu un fork du SQLite en libSQL parce que le contributeur principal verrouillait toutes les contributions. Donc ça fait partie des éléments qui sont, oui, factuels, mais qui sont difficiles à comprendre lorsqu'on lit sur GitHub, voilà, la fiche du produit, oui, bon, c'est bien codé, machin, c'est bien. Donc c'est l'ouverture aussi, la pérennité des contributions qui sont en jeu. Savoir à pouvoir évaluer ces éléments-là. Donc c'est des choses qui sont assez subtiles, pas forcément faciles à comprendre, mais qui nécessitent un travail collectif, je dirais. Alors là, on l'a fait à 2, mais maintenant, on va faire appel à la communauté pour pouvoir effectivement avoir des éléments qui soient un petit peu plus concrets et un petit peu moins diffus finalement, avoir des règles. Nous, ça en est donné, mais elles ne sont pas figées. On est prêt à en discuter. Et donc, nous aussi, on est ouvert à ce genre de choses. Et puis, nous, ce qu'on souhaite, c'est montrer quelle est l'adoption de la communauté. Savoir si un logiciel est adopté par la communauté. Savez-vous quel est le logiciel de pooler, par exemple, plébiscité par la communauté PostgreSQL aujourd'hui? Bon courage là aussi. Si vous n'êtes pas à la PGConf Europe, si vous n'avez pas des retours d'expérience, vous aurez du mal. Vous aurez pas mal de gens qui posent des questions sur les mailing lists, mais ce n'est pas représentatif du panel de gens qui utilisent. Donc il faut être dans la communauté, parfois aussi, pour pouvoir avoir ces informations-là. Et donc ça, c'est notre métier à nous, chez Loxodata. On est dans la communauté et on essaye de s'y tenir et de se tenir informé. C'est notre formation continue, en fait. Alors, comment on a structuré ce projet pour pouvoir arriver à nos fins? Parce qu'au final, c'est quand même publier un catalogue. Alors, on va dire, ouais, c'est de la doc. C'est pas sexy comme ça d'un premier abord, hein, c'est de la doc. Hein. Mais il y a quand même du travail technique derrière. Donc,
on va avoir pour chaque projet, pour chaque asset, une fiche qui va être composée de 2 fichiers. Donc là, je rentre dans la technique, attention, hein, je vous présente le projet, c'est-à-dire que j'essaye de vous le vendre. Hein. Vous me direz après si j'ai réussi. Donc il y a un simple fichier en Markdown qui décrit le projet, ses caractéristiques. Donc là, c'est reprendre globalement ce qui est dit sur leur site web et reprendre les caractéristiques. Mais attention, le mieux, c'est quand même de les avoir testés, de savoir que effectivement ça marche bien, ou alors mettre une petite note. Et des métadonnées qui sont en YAML. Alors oui, je n'ai pas amené mon équerre pour mettre sur l'écran, mais bon, maintenant il y a les éditeurs de texte qui font ça très bien. Hein. Et donc dans le YAML, on va retrouver la catégorie du projet, donc couleur de connexion, outils, extensions. Je reviendrai sur les extensions tout à l'heure d'ailleurs. Savoir si c'est une documentation, la maturité de développement, parce que parfois, il y a des développements qui sont faits dans un coin. Hein. Quel est le cycle de développement, la compatibilité avec PostgreSQL, à partir de quelle version, jusqu'à quelle version, et comment on peut le déployer, s'il y a des Docker, des paquets RPM ou .deb ou d'autres. Hein. Voilà, donc ça fait partie des éléments qui sont contextuels et qui font partie des métadonnées. Donc c'est un repository qu'on va créer au final. On va avoir une arborescence de fichiers avec des YAML, des Markdown, et puis une petite moulinette derrière qui va nous permettre d'exploiter le catalogue. Alors pour l'instant, sur un site web statique qui est généré par Hugo, qui est un générateur de site web statique écrit en Go, avec des templates, qui est relativement simple. Je vous le montrerai tout à l'heure si on a encore le temps. Et il y a peut-être aussi d'autres exploitations transverses auxquelles on n'a pas pensé aujourd'hui, mais qui pourraient être exploitées par la suite par d'autres types de sites. Hein. Par exemple, je n'ai pas d'exemple là, mais je pense que la créativité de la communauté PostgreSQL est là, parce on voit fleurir plein d'outils pour utiliser ces éléments transversaux. Donc là, c'est pas très lisible, hein. Je suis désolé, c'est le vidéoprojecteur qui n'est pas à fond. Là, mais... Oui, les slides, je les mets. Enfin, je ne sais pas si on peut mettre les slides sur le site après, mais c'est sur GitLab. Et ouais. GitLab.com. Ouais. Et les pages sont sur GitLab. Mais je vous le montrerai tout à l'heure au niveau du site généré, parce qu'il est quand même plus lisible que sur ces slides-là. C'est un projet open source, et ça, comme le disait Gilles, c'est quelque chose qui était vraiment important. Alors pour Orange, mais aussi pour Loxodata. Bon, c'est quand on fait un travail, on aime bien qu'il soit valorisé, donc, et qu'il puisse surtout être un travail qui va être collectif, qui puisse être utilisé par tout le monde et enrichi par tout le monde surtout. Donc la licence est du CC BY SA, donc c'est du Creative Commons attribution et avec répercussion de la licence sur les autres éléments du projet. Et on a une règle de gouvernance. Donc pour l'instant, le produit doit rester open source. On s'assure de l'objectivité des propositions. Par exemple, si demain, un éditeur logiciel vient en disant « Oui, je vous ai rempli la fiche de mon produit » et que le produit n'est pas open source, voilà. Donc on a la communauté a un droit de regard sur comment sont présentés les produits et sur la véracité de ce qui est dit aussi. Donc ça me paraît être aussi une bonne approche pour pouvoir être le plus neutre possible. Et pour l'instant, on est dans un système avec des merge requests, avec des revues par Loxodata et Orange, mais la gouvernance est ouverte à partir du moment où voilà, on s'entend sur les règles que l'on se donne entre nous. Donc, oui. Oui, pour expliquer pourquoi on peut continuer de le mettre à jour aussi, c'est que quand je parlais des partenariats qu'on a mis en place au début de la séance, ces partenariats, c'est des partenariats de long terme. C'est-à-dire que ce qu'on établit comme relation avec ces partenaires, c'est des relations de type maintenance, ce qu'on appellerait maintenance. Bon, c'est du support, puisqu'il n'y a pas la maintenance évolutive avec l'open source, c'est inclus, mais justement, comme le sujet sur l'open source est souvent la maintenabilité plus que la création de nouvelles features, du coup, là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un montant récurrent visible, assurer une visibilité financière à notre partenaire, et donc on paye sous forme d'homme-jour, mais quelque chose qui est du crédit prépayé.
c'est vraiment comme une maintenance. C'est simplement que la métrique, au lieu d'être liée au déploiement du logiciel, elle est traduite en homme-jour. Ce qui fait que depuis maintenant 2018, tous les ans, on renouvelle un contrat de support avec l'Oxodata. Et donc, la maintenabilité de ce projet-là, et pour aider justement à cette gouvernance dont on parlait au-delà de la création du projet lui-même, elle sera gérée dans le cadre de ce contrat avec l'Oxodata, bien entendu. Donc, une autre règle aussi de ce projet, c'est, on va parler des projets open source permettant d'accéder ou d'étendre PostgreSQL en termes de features. Et donc, je parlais tout à l'heure des extensions. Il y a déjà un repository d'extensions qui existe, qui est relativement technique, qui s'appelle PGXN, et qui permet de déployer aussi les extensions sur une machine, sachant que voilà, il peut y avoir une complémentarité entre les deux, et notre projet référence les entrées PGXN lorsqu'elles sont présentes. Alors, on a des évolutions possibles sur ce qu'on évalue dans les logiciels, sachant que quand on rajoute une nouvelle entrée dans l'évaluation, il faut le faire pour tout ce qui existe déjà, a priori. Enfin, il faut le faire, ce serait bien. Et on souhaite justement que ce soit étendu. Bon, pour contribuer, vous avez les sites qui sont pas lisibles parce que voilà, on a le vidéo. Je vais les lire sur l'écran. Voilà. Et on accepte toutes les contributions, sont les bienvenues. Juste un petit focus, donc je vais essayer de. C'est pas le bon. Voilà, par exemple, là c'est le site, la génération de pages web. Là, par exemple, je vous parle de PG4. Qui connaît PG4 ici? Personne. Bon. Bien, tout à l'heure, je vous parlais des poolers de connexion. C'est un pooler de connexion pour PostgreSQL qui est écrit en Rust et qui a les mêmes features que PGBouncer, que vous connaissez peut-être, mais qui est multithread. Voilà, donc il peut permettre de répartir la charge sur plusieurs processeurs. C'est un produit qui monte relativement en flèche aujourd'hui parce qu'au niveau de la communauté, il y a de plus en plus de choses et c'est poussé par les gens qui font PostgreSML, donc qui est basé sur la machine learning. Voilà, donc ça fait partie des choses. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la description, les features. Voilà, et puis là, au-dessous, on a l'URL, où est-ce qu'on peut trouver la popularité. Il y a de l'intérêt de la communauté aujourd'hui, la documentation, si elle existe. Est-ce que c'est prêt pour la production? Oui, il y a des gens qui l'utilisent en production. On a vu des retours d'expérience. Là, on est conf. Où on trouve le développement, les contributions, la vivacité, donc savoir si une entrée dans OpenHub ou dans Pulse, savoir un petit peu quelles sont les contributions. Et à partir de quand on peut l'utiliser là? Par exemple, PostgreSQL 9.4, pour les packages, aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est un truc en Rust. Il faut le compiler. Voilà. Donc, voilà, vous avez une fiche du produit, vous pouvez réfléchir à ça. Et puis, vous avez aussi, au niveau de PG4, ici, un certain nombre de catégories et de tags qui vous permettent de comparer sur un tag donné tous les produits. Par exemple, pooler, vous cliquez dessus, vous avez les poolers qu'on a pour l'instant évalués. Pas tous, mais ceux que l'on a évalués. Je pense qu'on a... Oui, vas-y. Alors, je retrouve le vidéo. Décidément. Ouais, c'était juste pour dire, sur le premier slide, j'ai oublié, j'ai parlé d'un village, je ne sais pas si certains ont fait attention au mot village. En fait, on va à l'Open Source Experience qui est à Paris les 4 et 5 décembre prochains. En fait, on a un stand Orange depuis l'an dernier, donc on aura à nouveau un stand cette année. Et juste par rapport à cette stratégie que je vous expliquais au tout début autour des partenariats, en fait, on va avoir sur notre stand une sorte de village parce qu'on aura 5 de nos partenaires, dont l'Oxodata, qui seront présents sur ce village. Voilà. Le but, c'est vraiment non seulement d'avoir une relation de long terme, mais vraiment avoir une relation de partenariat au sens premier du terme, c'est-à-dire de mettre en visibilité nos partenaires, parce que si on les met en visibilité, ils vont gagner en pérennité financière et en visibilité par rapport à d'autres organisations du même type que la nôtre, et donc ça bénéficie à tout l'écosystème. Donc c'est vraiment d'avoir cette relation gagnant-gagnant dans l'esprit, et d'ailleurs on rendra visite à un autre standiste qui est présent dans la salle, qui est Vortex. Il y a Clément qui est arrivé en retard, vous l'avez remarqué. Et donc Vortex,
Vortex, qui est aussi un de nos partenaires. Donc, il y aura 5 partenaires sur notre stand, plus Vortex qui seront présents. Il y a d'autres partenaires avec lesquels on discute en ce moment, mais on n'est pas encore en production. Là, je parlais que des partenaires qui seront présents et avec qui on est en production sur plusieurs projets. Voilà. Si vous avez des questions, nous allons. Oui. Moi, j'avais une question qui est à la fois un peu une question et une remarque. Oui. Aujourd'hui, un grand challenge quand on choisit des projets, c'est bien sûr la maintenabilité et la vitalité d'un projet. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient vraiment un sujet d'actualité de parler du funding des projets open source et des mainteneurs en fait derrière tout simplement, comme vous l'avez présenté par exemple, pour que ça soit financièrement, pour leur permettre de travailler à plein temps. Est-ce que ça pourrait être une évolution possible, par exemple, de voir le funding ? Oui, alors je vais répéter la question pour la vidéo. Effectivement, on parle beaucoup de funding pour les produits open source, de manière à pouvoir pérenniser justement les logiciels et leur maintenance. Et donc la question, c'est est-ce qu'il y aurait éventuellement un élément qui permettrait de déterminer ça dans la fiche produit? Je dirais oui, tout à fait. C'est un élément qu'on peut prendre en compte. Alors parfois, il n'est pas connu, parce que voilà, c'est parfois des tractations ou des accords qui sont privés et inconnus, mais lorsqu'ils sont connus, on pourrait leur ajouter dans les champs, non pas obligatoires, mais optionnels. Oui, je pense que c'est une chose intéressante que d'avoir une visibilité. Ceci étant dit, il y a des projets qui sont développés par un consortium d'entreprises qui sont financés par ces entreprises et par les gens de manière, c'est des salaires, et on ne le voit pas. Donc c'est vrai que ça serait aussi peut-être desservir ces projets-là que de rajouter cette ligne-là. Donc il faut bien penser la chose. Voilà. Merci. Je pense que là... C'était chouette. Merci. Ben, au revoir, toi aussi. Parce que vous avez fait du bon boulot avec